Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Claude Gélina et j'ai pris aujourd'hui quelques instants pour vous raconter une histoire. C'est une histoire qui m'a été contée à moi. J'ai trouvé que c'était génial. Je l'ai contée à une amie, puis elle m'a fait promettre que je la mettrais en ligne afin que tout le monde l'entende. C'est une histoire à propos de l'argent, de la circulation de l'argent et pourquoi la circulation de l'argent permettrait absolument à tout le monde qui touche à cet argent-là de diminuer ou d'éliminer complètement ses dettes sans même que la personne qui a mis l'argent en circulation au départ ait quoi que ce soit à débourser. C'est une histoire un peu fascinante. Si c'est la première fois que vous l'entendez, probablement que vous allez trouver ça très intéressant. Alors, restez attentifs. L'histoire commence comme suit. C'est un tenancier d'hôtel qui, un jour, un bon matin, il était à son comptoir, il attendait des clients, puis il y a un client qui a l'air plutôt à l'aise, qui rentre dans l'hôtel et qui dit: ça me tenterait de vous prendre une chambre, mais je ne connais pas votre hôtel. J'aimerais aller visiter la chambre et voir si, selon moi, c'est un endroit satisfaisant pour mes préférences. Alors, le propriétaire de l'hôtel lui dit: vous savez, on fait des gros efforts à préparer les chambres. On ne voudrait pas que vous arriviez là, que vous mettiez la chambre tout à l'envers puis que vous repartiez sans payer. Alors, il dit: je vais faire quelque chose avec vous. Notre chambre coûte 100 $. Alors, donnez-moi le 100 $, puis à la fin de la visite, si vous n'aimez pas la chambre, je vous redonne votre 100 $. Alors, le client pense à ça, puis il dit: ben, c'est correct. Le client, il se dit: garde, si j'aime pas la chambre, je redescends, je reprends mon 100 $, je m'en vais, j'ai rien perdu. Puis le tenancier de l'hôtel, lui, il dit: écoute, je le sais que mes chambres sont bonnes, je le sais qu'il va aimer mon hôtel, je fais tellement du bon travail, il va adorer sa chambre, fait que le 100 $, aussi bien dire qu'il est à moi, je ne risque rien. Alors, le client monte, il s'en va à la chambre avec la femme d'étage qui va lui présenter ça un petit peu. Puis le propriétaire de l'hôtel, lui, il regarde le 100 $ et dit: garde, j'ai peut-être un 15 minutes à tuer, je vais en profiter pour aller voir mon pâtissier l'autre bord de la rue, parce que le pâtissier lui avait gracieusement offert ses services pour faire une belle présentation de pâtisserie lors d'une réception à l'hôtel, puis l'hôtelier lui avait dit: je vais te repayer dès que j'ai la chance. Alors il s'en va l'autre bord de la rue chez le pâtissier et lui donne 100 $ pour payer sa dette. Alors le pâtissier dit à l'hôtelier: merci, merci pour ce beau patronage. Je l'apprécie beaucoup. Puis là, le pâtissier, lui, c'était le matin. Alors, il avait terminé sa run de bagel, puis de tout ce qu'il préparait. Le matin, du pain, il pouvait s'absenter un peu de son commerce. Donc, il dit: moi, je vais en profiter pour aller voir le restaurant à l'autre bord de la rue où j'ai été manger de temps en temps, puis j'avais juste pas le temps de le payer, mais j'y dois de l'argent. Alors, il s'en va de l'autre côté de la rue au restaurant, puis là, le propriétaire du restaurant, justement, le matin, il est là, en train de faire un peu de ménage après le déjeuner, puis il dit: tiens, je te remets le 100 $ que je t'avais dit que je te donnerais dès que j'aurai la chance, parce que je veux clairer ma dette là, pour les petits lunchs que je te dois. Alors, le restaurateur lui dit: merci, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est vraiment très agréable. Justement, je n'avais besoin de 100 $ là. Il ne dit pas au pâtissier pourquoi il avait besoin du 100 $, mais aussitôt, il traverse la rue, il s'en va voir le poissonnier et il lui dit: hey, les beaux morceaux de poisson que tu m'as vendus que je ne t'avais pas encore payé, je m'excuse, j'avais juste pas l'argent. Là, je l'ai. Je te donne le 100 $ que je te dois, parce qu'à son restaurant, il avait fait une journée spéciale avec des belles pièces de poisson. Ça avait très bien fonctionné, mais il n'avait pas eu le temps de venir le payer. Là, il avait le 100 $, il l'a payé, tout simplement. Alors là, le poissonnier, lui, lui aussi, il devait de l'argent à quelqu'un. Mais il ne devait pas à n'importe qui, il devait au propriétaire de l'hôtel. Et oui, il y avait peut-être eu des galipettes sous les couettes un moment donné. Il devait 100 $ au propriétaire de l'hôtel. Il ne voulait pas trop que ça apparaisse sur les livres. Il s'en va voir le propriétaire de l'hôtel et il dit: écoute, j'ai un petit break à ma poissonnerie. Je voulais venir te redonner le 100 $ que je te devais pour la chambre de l'autre jour. Alors, l'hôtelier lui dit: ben, merci beaucoup. Tu vois, écoute, moi aussi, j'ai eu 100 $ aujourd'hui qui m'est arrivé comme un petit cadeau du ciel. Là, fait que j'apprécie beaucoup ce que tu viens de faire. Alors, l'hôtelier prend son 100 $, il le contemple, le poissonnier est parti, puis en même temps, le client descend les marches avec la femme de chambre en disant: non, 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 c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Alors là, l'hôtelier est tout surpris, il dit: ben voyons, comment ça se fait que c'est pas pour vous? Et il dit: moi, j'ai regardé la vue de l'extérieur, ça avait l'air inspirant, mais une fois rendu à l'intérieur, ah, c'est pas pour moi cette chambre-là, elle a pas la bonne énergie. Alors l'hôtelier lui dit: écoutez, j'ai votre 100 $ ici, c'était entendu que vous le repreniez si vous ne preniez pas la chambre, alors le voici. Alors l'hôtelier redonne le 100 $ au client. Le client, lui, il reprend son 100 $, le remet dans ses poches et il s'en va. Et ça finit comme ça. L'hôtelier, finalement,
était la première personne à recevoir le 100 $, mais il y a eu 3 autres personnes après qui l'ont reçu. Et finalement, ces personnes-là, les 4, parce qu'à la toute fin, le poissonnier revient chez l'hôtelier, les 4 éliminent leur dette. Mais la personne qui avait un peu d'argent, qui est passée, qui a mis un 100 $ dans l'économie, parce qu'on comprend que c'est vraiment un exemple pour nous aider à comprendre quelque chose, mais dans l'économie locale, ce 100 $-là n'existait pas, jusqu'à temps que quelqu'un le mette. Et quand quelqu'un l'a mis, ça a absolument tout changé. Parce qu'avant l'arrivée de ce client-là qui met le 100 $ dans l'économie, 4 personnes ont des dettes. Les 4 ont des dettes de 100 $. Il y a une dette globale de 400 $. Et après le départ de ce client-là qui n'a même pas gardé le 100 $ dans l'économie, il l'a repris, il l'a remis dans ses poches pour on ne sait pas combien de temps. Mais il a laissé l'argent être dans l'économie pendant quoi? Peut-être 1 heure, même pas 15 minutes, mettons, le temps qu'il regarde la chambre et qu'il redescende. Et ça a donné le temps à ces 4 personnes-là qui avaient des dettes de 100 $ de payer totalement leurs dettes et d'avoir des dettes de 0 $. Et la personne qui a mis le 100 $ dans l'économie locale, ça ne lui a rien coûté. Ça devrait vous faire réfléchir. Ça devrait beaucoup vous faire réfléchir. Parce que la monnaie scripturale qui a cours légal, vous savez, les beaux billets qu'on a dans nos mains, rarement dans nos poches, quand on les a, c'est génial, mais il faut les appliquer à des dépenses. Mais cet argent-là, si elle reste dans le circuit local, autrement dit, si on a continuellement de l'injection d'argent dans la même mesure que ce qu'on dépense, la totalité des gens payent leurs dettes. Mais pourquoi y a-t-il tant de dettes? Pourquoi est-ce que tout le monde est endetté? Bien, il y a beaucoup de réponses à ça. Toutes les réponses ne sont pas nécessairement faciles. Mais il y a une des réponses que vous connaissez très bien, c'est que l'argent aujourd'hui, c'est de l'argent-dette qui est né d'un système de rareté qui n'avantage que ceux qui émettent l'argent et qui reçoivent un intérêt sur ce prêt d'argent-là. Parce que c'est plus quelqu'un qui émet de l'argent. Si on reprend le même exemple, puis on dit, le client vient puis dit, ah, je suis d'accord pour te laisser mon 100 $ sur le comptoir, mais en revenant, si je ne prends pas la chambre, je te charge un intérêt de 10 %. Alors là, c'est plus pareil, parce que l'hôtelier non seulement doit remettre à la toute fin le 100 $, mais doit remettre en plus un 10 $ qu'il n'a probablement même pas. Et c'est d'ailleurs l'immense problème dans notre économie actuellement. On doit de l'argent, mais cet argent-là est né en partie de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt. Ceux qui ont des dettes de carte de crédit le savent que trop bien. Ça commence avec une dette de 1 000 $, puis après quelques années, on est rendu à des montants qui sont astronomiques, des 2 200, des choses comme ça, parce que l'intérêt sur l'intérêt a des taux d'intérêt qui vont à 19. J'ai même vu des cartes de crédit à 24,9 %, j'en ai vu à 29,9 %. C'est même pas dur à avoir. C'est des cartes de crédit que tu peux appliquer. Généralement, plus le taux d'intérêt est élevé, plus ils vont être ouverts à te laisser ce crédit-là. Mais c'est comme te donner plus de cordes pour te pendre au plan financier. C'est évidemment un cadeau qu'on dit un cadeau de grec, un cadeau qui vient avec une corde, qui vient avec un poids énorme qu'on appelle les intérêts. Et les banquiers connaissent extrêmement bien ce poids-là. Parce que la seule chose qui est vraie quand il se crée un prêt, c'est l'intérêt sur ce prêt-là. À un moment donné, je vous expliquerai comment les prêts se réalisent dans la mécanique interne des banques et vous allez être fasciné à quel point quelqu'un qui met des doigts sur un clavier peut puncher 300 000 pour une hypothèque et 300 000 $ apparaissent. C'est pas quelqu'un qui est dans un coffre-fort qui a commencé à compter les billets un après l'autre puis qui dit vous m'avez fait travailler aujourd'hui, j'arrive avec une grosse pile de billets, les voici, puis qui n'est pas sur sa table. C'est pas comme ça que ça se produit. C'est quelqu'un qui a délicatement placé ses doigts sur le 3, 0, 5 fois de suite, puis ça fait 300 000. Et c'est comme ça que l'argent a été généré. Alors, un jour, je vous en parlerai plus en détail parce que la mécanique à l'intérieur de la banque, lorsque ce prêt-là est réalisé, je pense que ceux qui ne le savent pas, ça va soit vous faire crier ou soit vous faire tomber les bras. Mais dans les deux cas, vous allez voir que c'est un oligopole qui a le contrôle sur l'argent et que la Banque du Canada, c'est un peu le pusher des pushers. C'est comme ça qu'on peut le voir.
Et la Banque du Canada, qui est contrôlée par, en tout cas, en théorie, par le ministre des Finances, parce qu'on sait que sur le conseil d'administration, c'est les banquiers qui siègent là. Le ministre des Finances aurait le pouvoir de renverser ce que la Banque du Canada émet à la faveur des gens. Et c'est là qu'on revient à l'exemple que je viens de vous raconter avec la petite histoire, qui est facile à comprendre pour tout le monde. C'est que si l'argent était émis dans le but de toujours avoir de l'argent en circulation, il est probable qu'au Canada, on n'aurait à peu près aucune dette. On en aurait, mais immensément moins. Présentement, qu'est-ce qu'on observe? C'est des transnationales. J'ai vu un reportage récemment que la Fédération de l'entreprise indépendante et toutes les chambres de commerce du pays ne veulent absolument pas voir. Mais dans le commerce du détail au Canada, dans certaines régions, il y a jusqu'à 80% des commerces qui ne sont pas des commerces locaux ou canadiens. C'est des transnationales étrangères. Si vous regardez les nouveaux power centers, les centres d'achat, comptez le nombre de commerces qui viennent d'un autre pays ou qui sont à propriété étrangère. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez probablement faire le saut. Or, qu'est-ce qui arrive avec ces magasins-là? Ben, ils se trouvent à donner des peanuts à leurs employés. Ce n'est pas avec des 10 ou des 12 $ de l'heure qu'on peut bâtir une économie, surtout pas une économie du savoir comme ici au Québec ou au Canada. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gros de l'argent retourne à la maison mère. C'est normal, me direz-vous? Oui, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait une partie qui retourne effectivement à la maison mère. Mais ça fait autant d'argent qui n'est plus en circulation dans l'économie locale. À moins que le magasin se mette à rénover, qu'il se mette à avoir des fournisseurs, des événements tout le temps, cet argent-là s'en va. Et ça fait en sorte que dans notre exemple, il y a de moins en moins d'argent en circulation. Donc, des gens qui arrivent à l'hôtel en mettant un 100 $ sur le comptoir, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de gens avec des 100 $. Après ça, on ajoute l'insulte à l'injure qui sont la fuite dans les paradis fiscaux. Notre premier ministre, Philippe Couillard, l'a fait. Ce qu'il dit, c'est qu'il l'aurait fait pour les bonnes raisons. À lui de nous l'expliquer. Mais en enlevant de l'argent de l'économie locale, ben, immédiatement, ça endette tout le monde. Et plus l'endettement augmente, plus la population est pauvre. C'est directement lié. On ne peut pas faire autrement. Ça fonctionne à merveille pour les gens qui contrôlent le système. Mais pour ceux qui en sont les victimes, probablement vous qui écoutez cette vidéo, c'est insultant parce que vous travaillez très fort. Mais qu'importe à quel point vous travaillez, il n'y a juste pas assez d'argent dans votre écosystème économique pour en finir avec les dettes. Même si de tout votre cœur, vous voulez travailler, même si avec toute votre force, vous vous levez à tous les matins et puis vous relevez tous les défis qu'on vous demande de relever, vous ne ferez probablement jamais assez d'argent pour en finir avec les dettes, à moins d'avoir un héritage, à moins d'avoir un coup de chance dans votre carrière, vous avez quelque chose de bien, à moins d'avoir quelqu'un qui vous embarque dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que tout ce que vous avez jamais connu, puis là, les choses vont mieux. Auquel cas, recherchez les opportunités. Mais sinon, le gouvernement n'est pas organisé pour redistribuer la richesse. Il la concentre. Et ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Je vais vous expliquer des choses dans cette autre vidéo-là. Mais pour l'instant, rappelez-vous que si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'aide énormément l'économie en m'achetant un condo en Floride à 300 000 », bien, rappelez-lui que ce 300 000-là ne fait plus partie de l'économie locale. Et ce faisant, dans l'économie locale, il y a quelqu'un quelque part qui a dû entrer ou continuer dans la spirale de l'endettement parce que lui a enlevé cet argent-là pour l'utiliser probablement à très bon escient selon lui. On s'entend, il y a des bonnes raisons de faire toutes sortes de choses. Mais au plan mécanique, ce 300 000-là a probablement jamais été compensé par quelqu'un d'autre. Il n'y a probablement pas eu un deuxième client qui est venu à l'hôtel pour remettre un autre 100 $ pour aller visiter une chambre. Donc, quand le client part, le client part. C'est important de comprendre cette mécanique-là parce que tant qu'on ne la comprendra pas, on va rester un petit peu mal à l'aise par rapport à l'endettement. On va sortir des arguments comme il y a des gens qui gèrent mal l'argent, ou on va sortir des arguments comme on sait bien, il l'a mal dépensé. Ou encore, c'est-tu assez plate du monde qui avait quelque chose puis qui l'ont pu parce qu'ils ont fait les mauvais choix. Bien, tout ça, ça se peut. Mais ça se peut que ce soit autre chose aussi. Puis dans le système dans lequel on vit, c'est de l'argent en dette qui circule.
Mais quand il y en a beaucoup moins qui circulent, quand le phénomène de rareté embarque, la dette explose comme un ballon. Alors retenez cela, racontez l'histoire aux gens que vous aimez, parce que c'est important qu'ils comprennent les choses, puis à ceux que vous n'aimez pas, racontez-leur aussi, puis expliquez-leur qu'il y aurait peut-être plus d'amour dans le monde s'il y avait moins de dettes. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui peuvent sembler irrationnelles quand on a de l'argent. Mais quand on n'en a pas, puis qu'on a des dettes, des décisions qui peuvent sembler bizarres se prennent parce que malheureusement, dans une situation comme celle-là, il arrive trop souvent que les gens n'ont plus d'alternative. Puis quand les gens n'ont plus d'alternative, tout à coup, tout ce qui tient du gros bon sens peut nous éclater au visage. Alors attendons pas qu'il y ait trop de monde, qu'il y ait de la misère. Essayons plutôt de s'entraider les uns les autres en réinvestissant de l'argent dans nos localités. Ça peut être l'agriculture locale, ça peut être le tourisme local, ça peut être le divertissement local, ça peut être l'embauche de gens dans notre environnement qu'on ne pensait pas avoir besoin, mais tout à coup, en y pensant bien, on peut les intégrer à un autre processus qui fonctionne. Mais c'est des décisions individuelles, des décisions d'ensemble, des décisions corporatives qui font la différence. Donc, c'est important de faire circuler la vidéo, c'est important d'en parler. Alors, si vous aimez ce que je produis, likez, partagez et laissez-moi des commentaires. Ça fait toujours plaisir à lire quand ils sont gentils. Quand ils ne le sont pas, ben, je ne peux rien faire contre ça. Ça sera votre opinion. Mais sinon, faites circuler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir comment il se fait qu'il y a autant de dettes, puis comment il se fait que c'est aussi compliqué de les terrasser. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très belle fin de journée.